Alors, donc, je vais vous parler voilà, de la pisciculture, mais je vais essayer d'élargir un peu sur les crevettes, puisque elles sont quand même en nombre très élevé. Alors voilà, bon, je vous ai mis le plan de la présentation, donc je vais prendre quelques cas et puis dire des généralités sur le transport, le tri, l'abattage. Alors en fait, la pisciculture, pendant des siècles, on a élevé plus ou moins des poissons en les mettant dans des mares et sans les nourrir en particulier, ou en mettant des engrais, des déjections pour faire pousser les algues. Mais c'est que dans les années 70 qu'on s'est lancé dans la pisciculture intensive. Et la pisciculture intensive, c'est quand toute l'alimentation est apportée par les humains. Voilà. Donc les espèces les plus élevées, c'est... je vais commencer pour vous montrer. Alors, jusque dans les années 70, les seuls élevages, c'était les moules et les huîtres. Et la pisciculture et l'élevage de crevettes s'est développé à un rythme vertigineux depuis les années 80. Et en fait, comme vous le voyez, c'est l'élevage qui pallie à enfin, qui fournit la demande croissante de produits de chair d'animaux marins, parce que la pêche n'augmente plus. On est au maximum des capacités des océans, donc c'est l'aquaculture qui permet l'augmentation de la consommation. Voilà, alors la pêche depuis 25 ans, c'est 93 millions de tonnes, 93. Et l'aquaculture, là, elle augmente chaque année de 6%, donc ça change tout le temps, mais c'était, d'après les chiffres de 2014, 74 millions de tonnes. Voilà. Et donc, comme une partie de la pêche n'est pas consommée par les humains, ça sert à faire de la farine de poisson, de l'huile, de la colle, etc. En fait, plus de la moitié de ce qui est mangé directement par les humains, c'est des poissons qui viennent de l'aquaculture. Et c'est la même chose pour les crevettes. Le son est assez fort. D'accord. Tu parles plus fort. D'accord. Donc voilà, je vous ai montré les principales espèces pêchées. Alors les carpes de très loin, parce qu'il y a une dizaine d'espèces qui sont pêchées, élevées principalement, alors ça se fait un peu dans l'Europe de l'Est, mais principalement en Asie et notamment en Chine. Donc c'est ensuite le saumon atlantique, c'est le principal salmonidé pêché. Le tilapia, c'est un poisson dont l'élevage se développe à grands pas, et puis les crevettes. Alors, donc oui, pour vous dire ce qu'on appelle élevage intensif, c'est apport intégral de nourriture, élevage semi-intensif, un apport partiel, et élevage extensif, pas d'apport de nourriture. Mais on apporte quand même des engrais pour faire pousser les algues et le plancton. Alors là, je vous ai mis les chiffres, vous voyez que les carpes dominent tous les autres. Voilà. Alors, je vais commencer par le cas des saumons. Alors, ça a été lancé par les Norvégiens dans les années 70. Vous voyez une augmentation continue. Oula, alors, la particularité de l'élevage des saumons, c'est que c'est des animaux qui commencent dans l'eau douce, leur vie, et qui, au bout d'un moment, migrent dans la mer, dans l'eau salée, à la suite d'un processus appelé smoltification, et qui leur permet de respirer dans l'eau salée. Voilà, donc c'est à partir de l'âge de 18 mois que les saumons deviennent des smolts, qui peuvent aller dans l'eau salée. Donc on les transfère des élevages d'eau douce vers des cages d'engraissement en mer. Alors c'est dans les pays où il y a des fjords qu'on élève les saumons, puisque ces zones offrent des conditions idéales, donc des eaux calmes, profondes, bien oxygénées et froides, puisqu'il faut que les saumons n'aiment pas trop quand il fait plus de 12 degrés. Voilà, donc c'est principalement la Norvège qui fournit qui produit du saumon, le Chili aussi, par des entreprises norvégiennes, et ensuite l'Écosse. Et en France ou en Suisse, enfin en Europe, c'est surtout Norvège
la Norvège qui fournit et un peu l'Écosse. Donc vous voyez, ces deux pays assez similaires, la Norvège et la Chili, pour ce qui est de la côte, qui est très longue et découpée par des fjords. Alors en fait, naturellement, les alevins atteignent leur stade de smoltification au printemps. Donc on peut transférer on peut les transférer en haute mer qu'au printemps. Mais du coup, ça ne permet pas une production toute l'année. C'est pourquoi les éleveurs ont inventé un cycle artificiel des alevins, où en fait on va prendre des alevins et les soumettre à un éclairage 24 heures sur 24 pour perturber leur hypophyse et stimuler la production d'hormones de croissance. Alors du coup, alors que les alevins en cycle naturel, ils naissent en hiver, ils passent un premier printemps et ensuite c'est au deuxième printemps qu'ils sont matures pour la mère, donc ça dure 18 mois. En cycle artificiel, les alevins, eux aussi naissent en hiver, mais dès leur premier automne, ils sont déjà capables de respirer en mer, parce que leur croissance a été accélérée par la lumière. Alors voilà une photo de la naissance des alevins qui sont très petits et très nombreux. Alors tous ne survivent pas. Voilà, et alors, très vite on les transfère en élevage d'eau douce. C'est typiquement des canaux au bord des rivières ou des bassins d'eau douce près des rivières. Et donc après la smoltification, les saumons sont transférés en eau salée. Alors là, c'est vraiment de l'intensif. C'est des cages de à peu près 25 mètres de diamètre, 30 mètres de profondeur, où ils sont 50 000 par cage, avec une densité de 30 kg par mètre cube. On compte en kilos par mètre cube. Donc ça fait une toute petite baignoire par poisson en moyenne. Donc en fait, ils sont serrés les uns contre les autres et ils peuvent que suivre le mouvement des autres. Ils ne sont pas autonomes dans le choix de leur direction, donc ils tournent en rond. Et en temps normal, vous avez entre 1 et 10 morts par jour. Donc 10 morts par jour, c'est le business as usual. Les éleveurs ne s'affolent pas. Et alors pour les chiffres de mortalité générale, malheureusement, on n'a pas de statistiques pour les élevages en eau douce. Par contre, rien que pendant les 2 ans passés en mer, on sait qu'il y a à peu près 14% de taux de mortalité. Donc voilà, il y a un poisson sur 8 qui, arrivé en mer, n'arrivera pas jusqu'à l'abattoir. Alors si on prend un poids moyen de 5 kg par saumon, ça fait à peu près 400 millions de saumons qui sont tués chaque année. Mais la taille d'abattage est variable suivant les divers paramètres économiques. Quand il y a une forte demande, on n'hésite pas à tuer des petits saumons. Alors voilà une photo d'un élevage offshore. Il y a les cages sont alignées les unes après les autres. C'est des élevages flottants au milieu des fjords. Comme il y a très peu de vagues, on peut installer des petites cabanes sans crainte qu'elles soient inondées. Alors, vous voyez, vue du bateau, là c'est le matin, les éleveurs vont dans la ferme. Alors les cages des saumons, c'est des... Bon là je vais peut-être pas détailler l'armature et tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a là vous le voyez peut-être sur cette image, il y a un filet pour protéger les cages des oiseaux qui pourraient manger. Parce que évidemment, 50 000 poissons dans une cage, ça attire les oiseaux. Alors, on fait même maintenant des cages géantes en haute mer. Donc vous voyez, c'est des cages surélevées comme les plateformes offshore de pétrole. Et il y a même des gens qui fantasment et qui disent oui, peut-être que ce sera c'est le futur de la Norvège. Quand il n'y aura plus de gaz et d'hydrocarbures, on exportera du saumon. Ce sera notre produit d'exportation. Voilà. Alors là, je vous ai mis une image de test de couleur parce que, bon, voilà, sans couleur, ben j'ai pas trouvé d'image colorée pour le test de couleur. C'est qu'en fait, pour que la chair soit rose des saumons, on met du colorant dans leur alimentation. Parce que normalement, c'est dans les animaux qu'ils mangent dans la nature sont colorés, mais
Et c'est ça qui leur donne leur couleur, un peu comme les flamants roses sont roses parce qu'ils mangent des crevettes. Et donc à la fin de l'élevage, on vérifie que la couleur est la bonne. S'il y en a trop, on diminue la dose. S'il n'y en a pas assez, on augmente la dose de colorant. Alors c'est des élevages qui sont très, très vulnérables aux maladies, beaucoup plus que d'autres comme les tilapias. Et il y a les poux de mer qui sont des parasites spécialement adaptés au saumon. Et vous imaginez que dans une cage de 50 000 saumons, ça se propage très vite. Là, un poux qui pond, il y a tout de suite à côté 15 poissons qui vont attraper les voilà. Donc on a commencé en faisant des traitements chimiques, des insecticides qui tuent aussi les crustacés, c'est les crustacés, là, ces poux. Mais évidemment, il y a eu est apparue une résistance donc aux insecticides qui marchent de moins en moins. Donc en faisant des combinaisons, en augmentant les doses, ça allait encore, mais c'était de plus en plus irritant pour les saumons. Donc on s'est tourné vers la lutte biologique, avec des poissons qui mangent les poux de mer. Alors ça marche plutôt pas mal, sauf pour les poissons mangeurs de poux de mer eux-mêmes, puisque leur taux de mortalité est de 100%. C'est-à-dire aucun ne survit plus de quelques mois. Soit ils sont mangés par les saumons, soit ils meurent de faim en hiver quand il n'y a plus de poux. Et les quelques-uns qui survivent, de toute façon, sont tués et remplacés par d'autres quand un nouveau lot de saumons arrive dans la cage. Vous avez aussi l'anémie infectieuse du saumon qui a fait des ravages à la fin des années 2000 au Chili. Et là, il n'y a pas de traitement. Donc quand une cage est contaminée, tous les poissons sont tués. Voilà, donc ça a vraiment décimé les élevages chiliens pendant plusieurs années. C'est pour ça que, si vous vous souvenez, la courbe que je vous avais montrée, à un moment, elle stagne. Non, enfin, peu importe. Ouais. Alors, voilà. Alors, comme je vous ai dit, les saumons, c'est des grands voyageurs, c'est des grands nomades, donc ils sont enfermés dans des cages de 50 000 poissons, ils peuvent faire que tourner en rond toute la journée, donc évidemment, ça leur pèse sur le moral. Voilà. Et il y en a même qui en deviennent tellement dépressifs qu'ils se laissent mourir. Ils cessent de s'alimenter, ils restent inertes, ils ne bougent plus. Voilà. Et ça peut monter jusqu'à un quart des saumons d'une cage. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont fait des autopsies sur ces saumons et ils avaient tous les marqueurs biologiques des grands déprimés, des grands dépressifs, que quand ils sont humains, on les envoie à l'hôpital et tout ça, mais quand c'est des saumons, c'est à la poubelle qu'on les met. Donc en fait, voilà, c'est une forme de suicide ou de renoncement à vivre qui frappe ces saumons. Donc voilà, que ce soit les parasites, que ce soit la psychologie, que ce soit l'alimentation, enfin l'élevage de saumon, c'est complètement... c'est les poissons les moins adaptés. Aucun n'est adapté à l'élevage, mais c'est les moins adaptés à l'élevage. Alors, en Alaska, ils font une petite variante. Il y a des élevages en eau douce, mais après, quand on relâche les smolts en mer, on les laisse en liberté. Et ensuite, quand ils reviennent dans leur rivière d'origine pour pondre, c'est là qu'on les pêche. Et on sait quelles sont les rivières, parce que c'est là où il y a les élevages, donc les pêcheurs sont aux aguets. Voilà, et comme ça, ils vendent ça comme saumon pêché. Voilà. Alors le tilapia, le saumon, c'est un poisson des eaux froides, le tilapia plutôt des eaux chaudes, tropicales. Alors l'espèce principale qui est élevée, c'est le tilapia du Nil, donc d'Égypte. Et alors eux ont toutes les qualités, on les appelle le poulet des poissons, c'est vraiment, ils se reproduisent bien, ils supportent toutes les misères qu'on leur fait, ils survivent. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou mal pour eux. Alors ils supportent toutes les manipulations, les variations de température, les maladies. Ah oui. Par contre, ils ont un petit problème, c'est qu'ils ont une fécondité faible parce qu'ils s'occupent de leurs œufs. Les femelles couvent leurs œufs dans leur bouche. Donc elles ont une mortalité infantile. La mortalité infantile est faible. Mais du coup, dans un bassin mixte, il s'ensuit une surpopulation.
et un faible poids des poissons, surtout des femelles, puisqu'elles passent un petit moment à couver leurs œufs dans leur bouche, et même après leur naissance, les alevins restent pendant plusieurs jours dans la bouche de leur mère et explorent petit à petit le monde. Voilà, un peu comme les poussins qui viennent se blottir dans leur mère quand ils ont peur. Voilà. C'est pour ça qu'on prend que des mâles dans les élevages industriels. Comme ça, il n'y a pas de reproduction. Et il y a deux méthodes pour obtenir des mâles. Soit aux alevins, on verse de la testostérone, parce que à la naissance, leurs gonades ne sont pas différenciées. Donc si on leur met de la testostérone, ça va produire des testicules. Et sinon, on prend des super mâles, c'est des mâles qui sont YY, chromosomiquement. Donc ils font que des spermatozoïdes mâles, du coup leurs enfants sont que des mâles. Alors là aussi, c'est une augmentation exponentielle et sans à-coup, là, il n'y a pas de problème de maladie, d'épidémie. Alors, oui, c'était sûrement évident, mais c'est des poissons d'eau douce. Le Nil, c'est un fleuve. Voilà, le seul élevage développé de poissons d'eau salée, c'est les saumons. Les autres, c'est des poissons d'eau douce. C'est plus facile à élever un poisson d'eau douce. Voilà, vous avez des élevages en cage, comme ça, sur un lac ou une rivière. En bassin, ça c'est des bassins qui sont creusés artificiellement, puis on les inonde et on met les poissons dedans. Alors comme ils supportent la population, on est impitoyable avec eux, hein, on les met à 150 kg par mètre cube, contre 30 pour les saumons. Donc, alors, ça fait 3 litres par poisson. Alors ils sont plus petits que les saumons, mais c'est quand même pas beaucoup. Là, voilà, vous prenez 2 bouteilles comme ça, il y a un tilapia dedans. Alors voilà une vidéo qui vous montre la surpopulation. Alors là non plus, ils ne sont pas libres de leur mouvement puisqu'ils sont contraints par ceux qui sont autour d'eux. Ah, voilà. Oui, j'ai entendu quelqu'un faire une remarque très pertinente. J'allais en parler parce que ils sont si serrés qu'aucun des systèmes de filtration, même dans la vidéo suivante. Oula, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un élevage en bâtiment aux Émirats Arabes Unis. Donc l'eau est en circuit fermé et malgré le filtrage intensif, ben, l'eau est chargée d'urine et d'excréments. Il n'y a pas le son. Bon, c'est pas grave, hein, parce qu'il n'y a pas. Il y a juste les commentaires des gens. Voilà, donc les uns sur les autres dans de l'eau pisseuse, en fait. Serré comme un tilapia. Voilà. Voilà. Alors pour l'élevage des crevettes, c'est les animaux les plus élevés en masse après les carpes. Et c'est surtout 2 espèces, les crevettes à pattes blanches, qui sont originaires de la côte pacifique d'Amérique centrale, le Mexique. Donc c'est des animaux d'eau tropicale supérieure à 20 degrés. Et puis les crevettes géantes tigrées. Voilà. Et les crevettes à pattes blanches, leur élevage a explosé parce qu'elles ont moins de maladies et elles ont besoin de moins de protéines que les crevettes géantes tigrées. Donc leur alimentation coûte moins cher. C'est pour ça qu'on les a choisis. C'est surtout l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud qui produit les crevettes. Donc, ce qu'il leur faut, c'est des eaux saumâtres et chaudes. Donc ce qu'il y a de mieux, c'est les mangroves. Alors il faut les déforester. Les mangroves, c'est des forêts qui sont gagnées par la mer. Donc les arbres plongent leurs racines dans l'eau salée. Et donc dans beaucoup de régions du monde, on coupe les mangroves pour mettre des élevages de crevettes à la place.
Alors là aussi, il y a une densité extrême, puisque si vous prenez une feuille A4, j'en ai pas là, mais voilà, c'est à peu près la taille de cet écran, vous avez 12 crevettes. Alors on compte en mètres carrés pour les crevettes. On considère qu'elles nagent peu, je sais pas pourquoi. Alors vous voyez, ça c'est un élevage intensif de crevettes. C'est aux États-Unis. Alors ça, c'est des bateaux de transport. Là, je retourne au saumon. Parce que vous imaginez bien que de l'élevage en eau douce à l'élevage en haute mer, il faut les transporter. Alors ce qu'on fait, c'est que souvent on les met dans des camions-citernes, on les pompe dans des camions-citernes qui vont jusqu'au port, et on les met dans ces bateaux qui s'appellent les wellboats, qui sont des gros bateaux-citernes, et il y a une circulation d'eau entre la mer et l'eau de la citerne pour que les poissons ne s'asphyxient pas, et ensuite on les déverse dans les cages, dans les fjords. Il y a un autre traitement. Alors, oui, le transport est pénible pour les poissons, puisqu'ils sont concentrés dans des citernes, ils sont pompés, ils sont déversés. C'est une opération stressante. Le tri aussi, c'est une opération très stressante. Et en fait, elle est pas mal faite pour homogénéiser les lots, comme disent les éleveurs. Donc, pour qu'on leur donne les granulés qui correspondent à la taille de leur bouche et qu'on n'abat que des animaux de même taille. Parce que s'il y en a des plus petits, c'est dommage de les abattre. Mieux vaut les mettre dans un lot d'animaux plus petits pour qu'ils grossissent jusqu'à une taille bien rentable. Alors ça augmente la mortalité. Après le tri, il y a un surcroît de mortalité, mais quand le bénéfice escompté est supérieur à la perte entraînée par la mort des poissons, on trie. Alors voilà un exemple. Alors vous voyez, on pousse les poissons vers la pompe avec un filet, donc déjà ils sont tout serrés, tout concentrés, ils n'ont pas beaucoup de place pour respirer, ils sont intoxiqués par l'azote, les déjections azotées, et on les envoie là-dedans, dans le tri. Donc les plots, là, ils servent à les aligner tout droit. Alors déjà, ils tombent sur la grille de manière assez violente, ils sont alignés par les plots, et vous allez voir qu'ils descendent dans des toboggans. Voilà, donc là ils sont à l'air libre, ils ne peuvent pas respirer, et l'écartement augmente progressivement jusqu'à ce que le poisson tombe dans le bac qui correspond à son gabarit. Voilà. Et pendant un moment, il pendouille, donc vous imaginez le poisson qui a la tête en l'air, qui voit des tuyaux partout, et c'est très bruyant. Là, il n'y a pas la. C'est dommage que j'ai pas le son. Il y a peut-être moyen de. Ou, non, comme c'est un film promotionnel, vous imaginez, c'est un film promotionnel pour les machines. Ça. Et donc il y a une douce. En fait, il y a une douce musique. Mais c'est amusant, enfin, c'est en décalage avec l'horreur de ce qu'on voit. Voilà. Bon, alors après vient l'abattage. Alors, avant d'abattre un poisson, on le fait jeûner pour vider ses intestins. C'est le cas de tous les animaux qu'on fait jeûner pour vider leurs intestins. Et on peut les abattre soit sans étourdissement, ce qui est le cas le plus fréquent de très loin, et même pour les élevages. Pour la pêche, c'est sans étourdissement, mais pour les élevages, le plus souvent, c'est aussi sans étourdissement. Et il y a aussi avec étourdissement, donc il y a la méthode du CO2, donc donc c'est un bain saturé en CO2. Alors c'est une méthode jugée inhumaine par le FSA, c'est l'Agence européenne de sécurité des aliments, parce qu'en fait, ça fait que paralyser les poissons. Déjà pendant 3 minutes, ils suffoquent, donc ils s'agitent, ils sont complètement paniqués. Donc il y a 3 minutes de terreur intense. Et ensuite, une fois qu'ils s'immobilisent, ils sont juste paralysés, mais pas encore inconscients. Il faut 3 minutes de plus pour qu'ils soient inconscients. Or, on les envoie à la saignée au bout de 3 minutes quand ils ne bougent plus. Autrement dit, la plupart sont saignés en pleine conscience. Donc c'est fortement déconseillé par le FSA et la Norvège l'a interdit.
Sinon, vous avez la percussion sur le crâne. Donc là, c'est un marteau qui fracasse le crâne des poissons. Alors pour ça, il faut les trier pour qu'ils aillent sur la ligne qui correspond à leur gabarit, parce qu'il faut que le marteau tombe pile sur la tête. Donc c'est pour ça, du coup, ça coûte cher aux abattoirs, parce qu'il faut des machines de tri, il faut plusieurs chaînes d'abattage, et les cadences ne sont pas très élevées. Du coup, ce n'est pas la méthode privilégiée par les abattoirs. C'est plutôt l'électronarcose, qui est le choc électrique. Et l'électronarcose, même dans des conditions optimales, il n'y a que 90% des poissons qui sont étourdis. Donc 1 sur 10 qui reçoit le choc électrique, mais qui ne s'évanouit pas. Donc il a déjà le choc électrique, et ensuite il se fait saigner en pleine conscience. Alors pourquoi? C'est parce que pour pouvoir assommer 100% des poissons, il faudrait un courant électrique qui altérerait le goût de la chair. Donc ça, commercialement, c'est pas possible, donc on ne le fait pas. Voilà. Alors en France, il y a très peu de... La plupart du temps, on les asphyxie. L'asphyxie à l'air libre, c'est qu'on sort les poissons. Et souvent, on les met dans de la glace pour des régions d'hygiène, mais ça prolonge leur agonie, puisque leur métabolisme, leur température corporelle diminue, donc leur consommation d'oxygène diminue, donc ils mettent plus de temps à mourir. Voilà un exemple d'asphyxie. On a vidé le bassin, puis les poissons tombent au fond, ils suffoquent et les gens regardent. Voilà. Alors ça, c'est une machine à glace sur un élevage français. Donc on crée de la glace pour remplir les bacs et dans lesquels vont tomber les truites. En fait, un bateau va récolter les truites comme s'il les pêchait, et ensuite on les déverse dans la glace où elles meurent d'asphyxie lentement. Et bien sûr, les crevettes, elles sont toutes, il n'y a aucun abattage, il n'y a aucun étourdissement préalable pour les crevettes. Elles sont toutes mises sur un tapis de glace. Que ce soit la pêche ou l'élevage. Alors voilà, donc là je vous donne les étapes. On assomme avec des méthodes plus ou moins efficaces. Le CO2, ça ne marche pas. L'électronarcose, 9 fois sur 10, ça va plutôt bien. Voilà, ils perdent conscience, ils convulsent, et c'est après les convulsions que les poissons sont saignés. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on leur coupe les 4 artères brachiales afférentes, donc qui apportent le sang aux branchies. Donc là, ils ont une hémorragie massive et ils meurent. Je vais vous montrer les images parlent plus que les mots. Donc là, ils sont pompés. Avec un filet, on les pousse dans un coin de la cage pour accélérer le pompage. Vous voyez le filet. Donc ça, c'est très stressant pour les poissons, puisque je vous rappelle, le taux d'oxygène, quand ils sont très très concentrés, le taux d'oxygène baisse et le taux de déchets azotés augmente. Voilà, donc là c'est un exemple où le tuyau va directement jusque l'abattoir, parce que l'élevage n'est pas trop loin. Ils essayent de lutter contre le courant. Oui, j'en parlerai plus en détail. Et alors là, vous les voyez sortir après avoir été saignés, c'est assez immonde. Alors vous avez passé l'étape de l'étourdissement et de la saignée, mais cette vidéo va vous le montrer. Donc là, c'est un bateau qui accoste près de l'élevage pour tuer les poissons. Donc ils sont électrocutés dans le bain que vous voyez là. Et voilà, une fois qu'ils sont assommés, il y a cette grille qui les fait remonter et qui les met sur le tapis roulant sur lequel des employés vont les saigner. Alors vous voyez, il y en a quand même qui bougent encore. Vous voyez, il y en a un qui bouge encore et qui va être saigné. Donc à la fin, une fois qu'ils sont complètement saignés, on les met dans des bacs à glace pour les conserver.
Alors après la saignée, ils sont éviscérés. Je ne vous l'ai pas dit. Bon là c'est moins intéressant, mais c'est la dernière vidéo. Donc c'est pour vous montrer la découpe des... Les poissons entiers après sont envoyés dans des usines de découpe qui en Norvège sont très robotisées, modernes. Donc voilà, on prépare les filets, donc ensuite ça va être, on va les emballer sur du carton, du cellophane et ça va se retrouver dans les supermarchés du monde entier. Et alors, comme je vous l'ai dit, tout ça c'est des images promotionnelles des fabricants de machines. Donc ils ont sélectionné les trucs les moins dégueux qu'on puisse imaginer. Et en plus ça vient de Norvège. Donc les images que vous avez vues c'est des saumons où les choses se passent les moins mal pour les poissons. Alors là c'est une vidéo de Mercy for Animal qui est moins... qui est moins... Alors je crois qu'il y a un commentaire, donc je vais vous mettre le son. Oh merde. Today, approximately 1 in 5 fish consumed worldwide is raised in captivity. Alors maintenant c'est 1 sur Like 2. factory farmed animals on land, farm-raised fish are crowded by the tens of thousands in small, disease and excrement-ridden areas for their entire Alors lives. ça ce sont des cartes. When fish reach market weight, they are loaded onto tanker trucks and shipped to slaughter, where common killing methods include slow suffocation. Alors là c'est pour vous montrer que... c'est un peu fort du coup. Les poissons nagent à contre-courant. Mais ils finissent par... ils luttent, mais ils finissent par céder. Alors, tous les poissons spontanément nagent à contre-courant pour ne pas se laisser emporter par la rivière, mais alors, du coup, ils font beaucoup d'efforts et c'est pourquoi souvent les poissons arrivent après le passage dans les tuyaux et tout ça, ils arrivent complètement épuisés à l'abattoir, puisqu'ils ont lutté de toute leur force. Et donc, c'est des poissons... Alors, vous imaginez, il y a le surpeuplement, donc c'est le fait de pousser les poissons dans un coin de la cage pour les pomper. Ça les stresse, ça les fatigue, ça leur fait perdre de l'oxygène. Ensuite, ils sont pompés, ça les épuise encore plus. Ils sont triés parfois à l'abattoir. Voilà. Donc, une fois au poste d'étourdissement, ils sont déjà complètement à bout de nerfs. Alors, un petit mot sur l'alimentation des poissons d'élevage. J'en parle parce que souvent on lit encore qu'il faut 3 kg de poissons de pêche pour faire 1 kg de poissons d'élevage. Mais ça c'était vrai pour les élevages de saumon dans les années 70, parce que c'est des carnivores à qui on donnait à manger des poissons issus de ce qu'on appelle la pêche minotière. C'est des poissons qui servent à fabriquer de l'alimentation pour le bétail. Notamment les anchois du Pérou. C'est des tout petits poissons qui sont pêchés pour leur huile riche en oméga 3 et leur chair. Voilà. Mais alors ces produits après sont utilisés aussi dans les élevages terrestres, mais surtout, aux 2 tiers dans les élevages marins, notamment saumon et crevettes, mais on en donne aussi aux carpes. Voilà. Donc, en fait, en moyenne, c'est 200 grammes de poissons sauvages pour faire 1 kg de poissons d'élevage, en moyenne. Puisque pour les... donc oui, je vais d'abord dire ce qu'on leur donne à la place, c'est des farines végétales. Alors ça, la partie protéine des poissons de fourrage, c'est facile à remplacer par du pois, du soja,
des choses comme ça, ou le recyclage des produits de découpe. Je vous ai montré une image de découpe. Tout ce qui tombe dans les bacs, la peau, les os et tout ça, est récupéré pour pour rentrer dans la composition des aliments pour les saumons. Donc ils mangent des morceaux de la génération qui les ont précédés, en fait. Et en fait, le facteur limitant, c'est l'huile qui est riche en oméga 3. Donc on ne peut pas la remplacer complètement par des huiles végétales, parce que les saumons et les crevettes, enfin surtout les saumons, n'arrivent pas à transformer les oméga 3 des huiles végétales en oméga 3 de poisson, quoi. Donc il leur faut directement l'huile de poisson. Donc voilà, donc en moyenne pour la partie hors huile, c'est 0,7 kg pour faire 1 kg de saumon et 1,3 kg d'huile de poisson pour faire 1 kg d'huile de saumon. Donc là, il y a un mauvais rendement, vous voyez. Voilà. Et la seule salmoniculture engloutit la moitié de l'huile qui est produite dans le monde. Voilà. Donc les cours augmentent. Et là, c'est pour vous montrer le remplacement qui s'est opéré dans les années 2000. On a remplacé la farine de poisson par de la farine d'oléagineux, aussi bien chez les saumons que chez les crevettes. Et enfin, j'en finirai sur les projections de la FAO, qui vont vous pourrir le moral, puisque vous voyez que ça ne va cesser d'augmenter linéairement si on ne fait rien. Voilà. Et donc là, on est en 2018, donc la part de l'élevage dans les poissons consommés par les humains est déjà supérieure, et autour de 2020, la production de l'aquaculture sera supérieure à tout ce qu'on pêche, tout usage confondu. Voilà. Et c'est l'élevage qui progresse le plus rapidement dans le monde, de très loin, de 6% par an. Et alors pour vous montrer que la campagne pour l'abolition de la pêche, contre l'aquaculture, n'a de sens que mondialement, c'est que l'augmentation de la demande, ça ne proviendra pas d'Europe, d'après les prévisions de la FAO, mais plutôt des pays émergents, en particulier la Chine. Voilà.